La loi Tchani continue à occuper la une de l'actualité politique au pays. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Nkodia, y est même revenu au cours de la plénière de mardi dernier pour indiquer que cette proposition de loi sera alignée et traitée comme toutes les autres matières. Et du coup, la polémique enfle et chacun donne sa position quant à cette proposition de loi. Ce soir, on en parle avec Maître Arlette Odiam, qui est présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC. Maître Odia, bonsoir. Bonsoir, Madame Rita. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. La dernière fois que je vous recevais sur ce plateau, vous étiez de la dynamique Congo Uni de M. Chimanga. Alors, dites-nous, les divorces est consommé? Du point de vue idéologique, les divorces est tout à fait consommé. Le parti Dynamique Congo Uni, DCU, que vous venez de citer, il est dans la mouvance du régime actuel, ça veut dire le régime du président Félix Tshisekedi. Et moi, pour ma part, j'ai décidé, en toute responsabilité, de mener mon combat politique autrement. Et j'ai trouvé jusqu'à présent que le mieux serait de le faire au sein de la société civile. Et la société civile qui, elle aussi, travaille aux côtés des acteurs politiques, aux côtés du pouvoir, tout simplement pour amener celui-ci à répondre aux besoins fondamentaux de la population congolaise. Mais quelles sont les raisons de votre départ de la DCU? On se souviendra qu'essentiellement, c'est au moment où le président de la République, ou je dirais le parti présidentiel, avait décidé de mettre un terme à la coalition avec le FCC. Et à partir de ce moment-là, j'avais vu que ce n'était pas de bonnes options qui avaient été levées pour le développement de ce pays. J'aime distinguer le fait que les alliances, elles peuvent se faire avant l'exercice du pouvoir, tout comme après l'exercice, après la conquête. Je voulais parler de la conquête du pouvoir. Et lorsque vous faites des alliances avant la conquête du pouvoir, vous choisissez personnellement avec qui faire équipe. Mais lorsque c'est après la conquête du pouvoir, c'est les résultats des urnes donnés par la commission électorale, confirmée par la Cour constitutionnelle, qui décide avec qui faire les alliances. Et c'était le cas de 2018, où l'UDPS, avant les élections, avait fait alliance avec le parti UNC de Vital Kamerhe. C'était un choix souverain. À partir du moment où les élections se sont tenues, il n'avait pas le choix libre. Les choix lui étaient imposés par les élections. Et à un certain moment, on se rend compte que la vie, elle est assez difficile. Les alliés n'arrivent pas à se supporter. Ils se tendent des pièges. Ils se mettent de peaux de banane sur le chemin. Mais le mieux à faire, serait de se retrouver encore autour d'une table, de renégocier des choses, de rediscuter des choses et de tailler ensemble le nouveau chemin à parcourir ou la nouvelle voie à suivre. Malheureusement, la solution avait été de rompre la coalition FCC-Cash, de faire des alliances qui n'avaient pas été voulues par les résultats des élections de 2018. À partir de ce moment-là, j'avais considéré que l'UDPS était passé au-delà de la volonté du peuple exprimée à travers les élections, et pour nous, le développement n'était plus possible. Donc vous auriez souhaité que la coalition FCC Cash poursuive son bonhomme de chemin malgré toute cette tension qu'il y avait autour? Oui, c'est pas nous, c'est la Constitution. Cette Constitution qui veut que lorsque aucun parti politique n'a su obtenir la majorité, c'est-à-dire 250 députés plus 1 au sein de l'Assemblée nationale, que les alliances se font et qu'une coalition se forme à l'issue du travail amené par l'informateur. Et dans le cas d'espèce,
il faut faire alliance avec le groupe qui a le plus grand nombre des députés au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui avait été le cas. Mais quand les choses ne marchent pas, que chaque parti se remette en question, que l'on se regarde en face les uns les autres et que l'on se dise réellement qu'est-ce qui n'a pas marché. Depuis l'instant où on vous a dit qu'à partir de ce moment que l'Union sacrée naît, que la coalition FCC-CAJ s'est résilie, le changement effectif sera senti par le peuple congolais, mais jusqu'à aujourd'hui, ce peuple-là continue à pleurer, ce peuple-là continue à croupir dans la misère. C'est ainsi que j'ai dit que les faits nous ont donné raison. Et d'ici 2023, peut-être que ça sera beaucoup plus catastrophique si on ne changeait pas les fusils d'épaule. Maître Odia, vous parlez de la majorité à l'Assemblée nationale, mais on sait tous que le FCC a perdu cette majorité-là, donc c'est logique qu'il y ait l'Union sacrée avec avec les députés nationaux qui ont quitté les bateaux FCC. Oui, je peux comprendre ces raisonnements-là si c'était à l'issue d'autres élections que l'on vienne à constater que le FCC a perdu la majorité, parce que c'est une possibilité que prévoit cette même constitution-là. Lorsque l'Assemblée nationale, qui est là, ne facilite pas la tâche au président de la République, la solution prévue par le législateur, je dirais mieux le constituant dans la Constitution de la République, c'est de dissoudre l'Assemblée et de convoquer de nouvelles élections. Si à l'issue de ces élections, on venait à constater que la majorité du FCC s'est réellement effritée, alors là je suis d'accord avec vous. Dans l'hypothèse qui n'est pas celle-là, celle de la tenue de nouvelles élections, moi je considère que c'est juste un coup de force qui malheureusement piétine tous les principes fondamentaux de démocratie dans un État qui aussi se veut démocratique. Pour moi, le changement dans ces conditions-là n'est pas possible. Maître Odia, est-ce que vous n'êtes pas là en train de naviguer à contre-courant au moment où tout le monde adhère à l'Union sacrée et vous vous retirez? On est même tenté de vous poser la question, mais qui est derrière vous, Maître Odia? Ben, madame, vous devez quand même comprendre que la politique, c'est une question des convictions. Et les convictions, soit on les a, soit on ne les a pas. Et lorsqu'on les a, on les assume et on le défend. C'est ce que je suis en train de faire et je me réjouis que ces convictions-là, elles convainquent aussi ou elles se contaminent avec certains citoyens congolais qui ont accepté de faire route avec nous au sein du collectif pour le développement et l'unité du Congo, cette structure que je représente en ce jour sur votre plateau. Et nous allons essayer avec tout cela de convaincre davantage l'opinion, de convaincre davantage le peuple congolais dans son ensemble pour comprendre que le chemin du développement de notre pays ne peut passer effectivement que par le respect des lois, le respect des principes fondamentaux de démocratie. Alors, vous êtes présidente de CEDUC. C'est quoi CEDUC? Est-ce un parti politique déguisé? Parce qu'on sait tous comment ça commence, par un mouvement citoyen, et puis après, ça devient un parti politique. Les CEDUC, dans sa forme juridique, c'est une ASBL, une association sans but lucratif, qui est enregistrée au ministère de la Justice. Nous avons pour objectif, c'est de travailler pour construire l'unité des Congolais. Nous avions estimé, après les dernières élections, je dirais même carrément après le règne du maréchal Mobutu, parce qu'on peut ne pas l'aimer, ou alors l'aimer, on ne remettra jamais en cause le fait que le maréchal Mobutu avait essentiellement travaillé pour l'unité des Congolais. Dès qu'il est parti, l'unité des Congolais avait commencé à poser déjà un sérieux problème. Vous verrez à une certaine époque, on vous parlera plus de la primauté du peuple swahiliphone par rapport à d'autres. À un certain moment, où juste maintenant là, on parle plus du peuple kassaïen, et ça crée de frustration dans notre vivre ensemble collectif. Je veux même vous dire que moi, en ma qualité d'avocat, j'ai reçu il y a quelques jours une famille kassaïenne qui, colocataire avec une famille du Maniema, qui n'arrive plus
à cohabiter dans une même parcelle. Et malheureusement pour la famille Kassaène, je dirais malheureusement parce que bon, c'est elle qui m'a consulté, l'autre famille est musulmane. Et quand ils s'en vont dans la salle de bain pour se laver, mais ils s'éternisent là-bas. Les enfants de la famille Kassaène, ils arrivent en retard à l'école tout simplement parce que ceux de la famille du Maniema prennent tout le temps au sein, dans la salle de bain ou dans la douche commune. C'est tout cela qui nous a amené à constater que l'unité des Congolais avait connu beaucoup de coups et nous, le CEDUC, nous sommes mis ensemble pour travailler sur l'unité du Congo parce que nous estimons que c'est le socle du développement de notre pays. Mais comment vous allez vous y prendre concrètement pour reconquérir cette unité-là? Mais essentiellement par la sensibilisation. Merci de l'opportunité que vous nous accordez sur votre plateau parce que c'est aussi l'un des mécanismes par lequel nous atteignons la cible qui n'est autre que le peuple congolais dans son ensemble. Je pense que nos objectifs qui sont fixés à court, moyen et long terme nous indiquent que progressivement nous sommes sur la bonne voie et dans un futur très proche nous aurons sensibilisé la grande majorité du peuple congolais. Alors, venons-en maintenant à l'actualité politique de l'heure au pays. À quelques 20 mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la question sur la congolité s'est invitée au débat, créant ainsi, on va dire, de fortes tensions dans plusieurs QG des partis politiques. Est-ce que on ne doit pas craindre que les élections de 2023 se déroulent sous fond de tension? Vous avez de raison de penser cela. Et je pense de la même manière que vous. Il n'est pas seulement question de la loi de la congolité ou la loi Tchani, mais il est aussi question du mécanisme qui a concouru à l'adoption de la loi électorale jusqu'à sa promulgation. Il n'y a pas eu de consensus, il n'y a pas eu de table ronde par lesquels différents acteurs politiques se sont retrouvés quand même à table pour d'abord décrier ou évoquer certains faits décriés aux dernières élections, parce que c'est cette gymnastique-là qui permet à améliorer les élections, celles d'aujourd'hui, les tenir mieux que celles d'hier. Voilà. Mais ces choses-là n'ont pas eu lieu. Mais la loi électorale a été adoptée. Déjà, il y a plusieurs frustrations. Dans quelques mois, il y aura encore de problèmes, très certainement, par rapport à la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Parce que les calendriers est déjà publié. Tout cela sont des germes de destruction. Ce sont des germes qui prouvent suffisamment que les prochaines élections elle risquerait de ne pas être apaisée. Mais pour revenir à la loi, j'estime que c'est d'abord un débat républicain. Il y a un citoyen congolais, et pas le moindre, un ancien candidat président de la République, nous citons Noël Tchani, Mwadin Vita, qui a estimé apporter une réforme s'agissant de l'élection du président de la République. Quelle réforme? Celle de la condition pour être candidat président de la République. Il parle de la nationalité. Il voudrait que le candidat président de la République soit de père et de mère de nationalité congolaise. D'origine. Alors, pour nous, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est la motivation. Pourquoi il vient à penser à cela? Il répond en disant que c'est pour éviter de manquer la loyauté. Voilà. Pour des questions de loyauté, on ne voudrait pas qu'il y ait au sommet de l'État un citoyen, bien qu'étant congolais, qui a aussi de l'affinité avec un autre pays. Ce débat-là, il est républicain, comme je venais de le dire.
mais il doit être mis dans un cadre qui permette différentes opinions de se manifester, que des idées s'entrechoquent et que soit levée une option. Alors, s'agissant de la loyauté, selon Noël Tchani, il suffit tout simplement qu'un citoyen congolais soit né des pères et des mères congolais pour le devenir. Mais prenons l'hypothèse où il y a un père congolais, une mère congolaise, mais qui ne sont pas entièrement congolais, mais des Dakar qui donnent naissance à un Congolais. Ça va déjà répondre à l'exigence de la loi Tchani. Je vais aller par des exemples. Puisque c'est mon président, je vais le citer, et c'est un clin d'œil qu'on va lui faire. Le président Didier Tshimanga, qui est de père congolais, de mère belge, s'en va par exemple épouser Madame Bestine Kazadi, qui elle aussi est de père congolais, de mère belge ou français. Les deux personnalités, Didier et Bestine, sont des Congolais. Ils donnent naissance à un Congolais de père et de mère congolais. Mais cet enfant-là, n'aura-t-il pas de l'affinité aussi avec la nationalité belge de ses grands-parents? Si on me dit oui, moi je dirais alors c'est objectif et c'est subjectif. Parce que cet enfant peut avoir eu l'éducation de ses grands-parents. Il peut être congolais, né au Congo, mais passer la grande partie de sa vie en Belgique ou avec ses parents ou ses grands-parents belges. Ce sera subjectif de penser que par le fait d'avoir des parents simplement congolais, ça suffit. Mais si on me dit non, je dirais que mais comment on arrive à comprendre, comment on jauge, comment on détecte cette caractéristique de loyauté? Mais bon, c'est une question de souveraineté nationale. C'est le peuple qui décide qui doit être son président de la République. Alors, il faut aller au référendum. Pourquoi aller au référendum? Parce que là, c'est une question de souveraineté nationale. L'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté émane du peuple, qu'il exerce soit par voie des élections ou des référendums, soit indirectement par la voix de ses représentants. Mais puisque ici, cette nuance-là va substantiellement modifier la Constitution, qui, à l'article 72, définit le critérium ou les conditions pour être candidat président de la République, dont notamment le fait d'être congolais d'origine. Alors, avec cette modification-là, qui va apporter de la qui va dénaturer le sens de l'article 72, comme je venais de le dire, l'article 72 dit qu'il faut être congolais d'origine. Mais qui est congolais d'origine? La réponse est dans la loi sur la nationalité. À partir des articles 6 et 9, on est congolais d'origine, soit par appartenance, soit par filiation, soit par présomption de la loi. Et la filiation, c'est de cela qu'il s'agit. De père ou de mère congolais. Mais pour Noël Tchani, il faut que ce soit des pères et de mères congolais. Mais dans l'hypothèse où la loi sur la nationalité n'a pas encore été modifiée, la Constitution de la République n'a pas été modifiée, sur quelle base va reposer cette modification de la loi-là? C'est ainsi que nous estimons que le débat, il est en soi républicain, que ce débat a intéressé un grand nombre de citoyens congolais qui ont chacun pris son camp. Certains sont pour, d'autres sont contre. Comme c'est au travers le référendum que la Constitution de 2006 a été votée, cette Constitution qui veut que le candidat président soit de père ou de mère congolais, il faudrait
que le travail soit refait rebrousse-poil, que l'on aille encore au référendum pour que le Congolais, qui autrefois avait décidé que le candidat président de la République soit des pères ou de mères congolais, que cette fois-là, il décide en ce que le candidat soit des pères et de mères congolais. Il ne revient qu'au peuple et par la voie directe, la voie donc du référendum. Donc si on vous comprend bien, le fond est bon, mais c'est la forme qui dérange. Non, non, non. Je ne dis pas que le fond est bon. Je ne dis pas non plus que le fond est mauvais. Mais je dis tout simplement qu'il y a un préalable. Et ce préalable, c'est le référendum constitutionnel qui va amener le peuple qui autrefois avait décidé que le candidat président soit de père ou de mère congolais, qu'il aille alors décider encore que le candidat soit de père et de mère congolais. Voilà. Alors, depuis l'annonce de cette loi, beaucoup de personnalités politiques ont réagi. Patrick Mouyaya, qui est porte-parole du gouvernement, a quand même attiré l'attention, a fait remarquer que la notion de congolité risque d'être dangereuse. Il s'est référé à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec l'ivoirité. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Je partage ce point de vue-là. Ce n'est pas seulement lui, il y a aussi les prélats catholiques qui ont dit que c'était une loi qui risquerait de créer la division, parce qu'on l'a vu en Côte d'Ivoire combien elle avait créé la division. Mais Patrick Mouyaya, vous l'avez dit, c'est un membre du gouvernement. Ça veut dire qu'il représente les régimes. Le problème n'est pas de se limiter à dire que ça risque d'entraîner la division. Mais quelles sont les mesures que le gouvernement prend pour que cette division-là n'arrive pas? C'est ça. On vous dit que cette loi n'a pas été proposée par l'UDPS, parce que Noël Tchani n'est pas un militant UDPS. On renchérit en disant que ce n'est vraiment pas l'œuvre de l'UDPS, parce que le député Pouloulou qui le porte n'est pas non plus de l'UDPS. Mais il s'agit du régime de l'UDPS. Et que tout ce qui sera décidé durant la mandature du président Félix Tshisekedi, qui se trouve être le candidat ou le président de l'UDPS, mais ce sera imputable à l'UDPS, imputable au régime en place. Donc le mieux serait, puisque le ministre Patrick Mouyaya a constaté, comme autant d'acteurs politiques, leaders politiques et même autant de citoyens politiques, que cette loi risque de diviser le peuple congolais, que le gouvernement prenne des dispositions de sorte que cette loi-là ne puisse pas être débattue de manière que je considère cavalière. Comme je dis, que ça suive le parcours normal, c'est lui d'être soumis au référendum, comme ça que ce soit le peuple lui-même qui décide de qui doit ou ne pas être candidat aux élections en République démocratique du Congo. Maître Dia, mais qu'est-ce que le gouvernement peut faire quand la loi a été déjà déposée à l'Assemblée nationale et que le mardi dernier, le président de l'Assemblée nationale l'a dit clairement que cette loi sera alignée et traitée comme toutes les autres manières, comme toutes les autres matières plutôt, et en passant, il a même fustigé le comportement de certains Congolais qui ont acquis la nationalité congolaise et qui aujourd'hui menacent l'intégrité ou même la stabilité de la RDC. Oui, mais cette question-là ne mérite pas d'être posée, tout simplement parce que la Constitution de la République fait du chef de l'État le garant de bon fonctionnement des institutions. Donc, il veille au travail accompli par chacune des institutions. Le chef de l'État sait, comme Patrick Mouyaya, comme tous les autres Congolais, ce qui peut être profitable ou préjudiciable à la nation congolaise et au peuple congolais. Et à partir du moment où cette loi a été déjà apportée à l'Assemblée nationale et qu'il se pose un préalable, celui que je venais d'évoquer, de la souveraineté de la nation, et s'agissant du candidat président de la République, c'est le peuple. Le rôle du peuple n'est pas seulement de choisir l'individu qui va porter cette fonction, mais même tous les processus qui mènent à l'élection, d'abord à la désignation et même à l'élection de ce candidat-là.
Et pour moi, je vais juste à dire que le fait pour l'Assemblée d'aligner cette loi-là serait anticonstitutionnel. Parce que nul n'ignore que la loi suprême de la nation, c'est la Constitution de la République. Nul ne va dire qu'on ne devra pas considérer l'article 72 de la Constitution ou alors les articles 6 jusqu'à 9 de la loi sur la nationalité. On ne devrait pas se précipiter pour cette question-là. Elle est essentielle, elle est, je dirais même vitale pour la nation. Et faisons correctement les choses. Évitons de le faire comme ça a été le cas lors de la naissance de l'Union sacrée. Alors, il y a aussi ensemble de Moïse Katumbi qui menace même de quitter les institutions si jamais cette loi passait à l'Assemblée nationale. Bon, moi, cela ne m'étonne pas, parce que la coalition telle que constituée, celle qui a donné naissance à l'Union sacrée, j'ai toujours considéré que ça a été de manière cavalière que cela a été fait. Donc, si elle doit se rompre, ça sera aussi de manière cavalière, et de cette manière-là qu'on vous le dit. C'est une position d'une famille politique, ça ne nous engage pas, mais ça ne nous surprend pas. Le mieux serait qu'ils se mettent ensemble, qu'ils s'accordent, pourvu que l'intérêt du peuple congolais prime. Au-delà du fait que cette loi, elle est jugée par certains des conflictogènes, mais il y en a aussi qui estiment qu'elle vaut la peine d'être étudiée, parce que on a toujours déploré le fait que les pays est infiltrés. Donc là, c'est quand même une bonne occasion qui se présente pour mettre fin à ce qu'on a toujours décrié, l'infiltration. Comme je venais de le dire, les opinions ou les avis des uns et des autres sont tous défendables. Dire qu'on ne voudrait pas de l'infiltration au sommet de l'État, je ne pense pas qu'il y ait un seul Congolais qui veut à ce qu'on ait un président étranger ou un président qui peut faciliter de l'infiltration. Mais ceux-là qui disent aussi que la loi risque d'être conflictogène au regard de comment, du processus, du mécanisme qui a concouru à son élaboration jusqu'à sa promulgation, ça risque de diviser les Congolais, ça risque de donner l'impression qu'il y a de plus Congolais et de moins Congolais. Tous ces arguments sont défendables. Alors faisons les choses correctement, allons au référendum et que le peuple congolais se décide. Maître Arlette Odia, vous êtes également avocate et sous cette casquette, vous avez été parmi les collectifs des avocats de Djamal dont les procès sont jour. Vous pensez aussi comme les autres que c'était un procès politique? Alors, permettez-moi de faire un peu marche arrière pour revenir sur la loi Tchani. Ok. Je me dis qu'il y a tellement de matières qui devraient nécessiter l'engouement des députés au sein de l'Assemblée nationale. Mais ça n'a jamais été le cas jusqu'à aujourd'hui. Mais vous voyez que l'une des lois qui peut même diviser le peuple congolais, tout l'acharnement qu'il y a autour, tout l'empressement qu'il y a autour, de sorte qu'elle soit votée. Alors, pour revenir à votre question, vous savez que dans le procès 100 jours, l'infraction clé était le détournement des deniers publics. Et ce détournement-là est puni de la peine de travaux forcés. Or, la Constitution de la République ne voudrait plus que les travaux forcés soient appliqués. Nous avons en ce moment une législation, je dirais, un peu faillible. Une infraction qui existe, mais avec une peine qui ne peut pas être appliquée. On applique la peine de servitude pénale en lieu et place de la peine de travaux forcés. Mais pourquoi les députés ne sont-ils pas intéressés par le fait d'harmoniser cet état de choses? Doit-on rester silencieux lorsque certains citoyens de ce pays, même si on peut leur imputer les détournements, qu'il leur soit appliqué une peine de servitude pénale en lieu et place des travaux forcés, alors que les députés pouvaient mener les travaux au sein de leur commission et faire voter une loi qui va
harmoniser cette question-là de détournement. Mais comment vous comprenez cette attitude-là des députés nationaux? Mais tout simplement, c'est qu'a toujours dit le peuple congolais, que les députés ou les acteurs politiques dans ce pays, ils travaillent plus pour leurs intérêts plutôt que pour l'intérêt de la nation. Nous sommes tous inactifs alors que la loi est en train d'être violée au vu et au su de tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, au Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République, arrive aux affaires. Il trouve que la poursuite de l'infraction des détournements, elle est défectueuse. Qu'est-ce qu'il prend comme disposition? Mais il met en place une législation pour poursuivre les acteurs politiques, non pas des faits de détournement, mais des faits d'enrichissement illicite. C'est là, mais chaque acteur politique face à ses responsabilités. Et désormais, tout acteur politique s'est dit, ben si je détourne ou si j'amasse autant de trésors, l'État risque de me poursuivre et je serai incapable de justifier mes avoirs. Automatiquement, chaque acteur politique prend des dispositions pour ne pas tomber dans les filets de la loi. Le président Macky Sall arrive au pouvoir, il renforce même ces dispositions légales. Mais chez nous, ici au pays, les gens n'ont la tête tournée que comment on va fragiliser les règlements intérieurs au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Sénat, comment on va mettre en place une loi qui va écarter certains candidats présidents sur qui pèsent des soupçons de double nationalité. C'est tout cela, madame. Est-ce qu'on doit continuer à vivre dans ces conditions-là? Et c'est même la raison de votre question, tout ce qui a amené une frange importante de la population congolaise de penser qu'il s'agissait tout simplement d'un procès politique, un procès qui n'a pas permis, pas seulement aux personnes poursuivies de bien se défendre, même aux juges. Allez interroger les juges. Ils vous diront combien ils sont mal à l'aise de prononcer une peine de travaux forcés dans un pays où cette peine-là a été supprimée. Comment on explique ça? Et comment on explique non, on est tellement insensible à cette injustice. C'est pour cela, nous, en tant que CEDUC, une structure de la société civile qui voudrait que le pays fonctionne comme il se doit, nous interpellons la classe politique à leur devoir, à leur obligation morale qu'ils auraient dû ne jamais oublier. C'est lui de servir le peuple, c'est lui de servir le pays, c'est lui de veiller à la promulgation ou à l'adoption des lois qui mettent tous les citoyens congolais au pied d'égalité et que sur fond de cette cohésion nationale que le pays se développe. Alors, Maître Odia, en appel, vous avez réussi à réduire la peine de votre client. Est-ce que vous êtes satisfait de ce verdict? Pour vous, c'est une victoire? Bon, pour le commun de mortels, on peut dire que c'est une victoire. Passer de 20 ans de servitude pénale ou de travaux forcés à 6 ans, ce qui donne déjà même la possibilité à la personne condamnée de solliciter, de bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir accompli un quart de la peine, nous l'espérons, qui lui sera accordé, mais dans tous les cas, c'est le pouvoir, le ministre de la Justice qui va apprécier. Mais humainement parlant et juridiquement parlant, une injustice, c'est une injustice. Une condamnation injuste les demeure, madame. Même si c'est pour un seul jour, c'est une injustice. C'est une injustice qui a été faite à l'endroit de votre client. Mais pourquoi je le dis? Qui est ce monsieur-là, Sami Jamal? C'est un opérateur économique qui d'ailleurs a réalisé beaucoup de projets dans notre pays, qui a commencé le projet de la construction des maisons préfabriquées sous Kabila, parce que son premier contrat, il l'a signé avec le ministre Bitakwira. Tout le monde l'a suivi sur les médias. Il arrive à un certain moment
où il y a changement des régimes. Et le régime voudrait que les travaux soient exécutés avec un autre rythme. Parce que les contrats datent de 2018, madame. Jusqu'en 2020, il y avait un rythme, il y avait un cahier des charges qui permettait à Samy Jamal d'accomplir sa part de contrat sans une certaine pression, mais bien sûr tout en respectant différents deadlines. Mais lorsque le régime Tshisekedi arrive, avec à sa tête le président Félix Tshisekedi et les directeurs de cabinet Vital Kamerhe, ceux-ci décident de donner un peu plus de charge à Samy Jamal. Étant commerçant, il a accepté, ne sachant pas qu'à partir de son acceptation, on va lui imposer un autre rythme de travail. Qui peut imaginer qu'en 100 jours, on peut réaliser 4500 maisons, qu'elles soient même préfabriquées? Mais du moment qu'ils ont accepté, c'est qu'ils étaient en mesure de le faire. Oui, je suis d'accord. Mais lorsque on accepte un engagement contractuel et que les raisons font qu'on ne sait pas réaliser, respecter l'engagement ou le deadline, la sanction, ce n'est pas la prison. La sanction, ce n'est pas le procès pour détournement des deniers publics. Samy Jamal a toujours demandé qu'il soit accordé une descente sur les lieux pour que l'opinion congolaise dans tout son ensemble, et même l'opinion internationale, se rende compte de l'effectivité des biens achetés. Ils sont là. Tout le monde a vu. Les gouvernements également. À travers l'une de ses communications, a dit qu'il devait mettre en place une commission d'enquête pour voir, pour évaluer les degrés de réalisation des travaux. Mais tout cela n'a jamais été fait. Parce qu'il semble qu'il y a des maisons qui sont dans différents ports en Angola et en Tanzanie. Mais bien sûr, moi j'y crois. Il y en a qui n'y croient pas. Libre à eux de ne pas le croire. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient départager si ce n'est les descentes, si ce n'est les commissions d'enquête? Avez-vous appris que les commissions d'enquête ont été menées? Aucune. Mais malheureusement, il y a des gens qui croupissent en prison, mais surtout pour des infractions, pour prétendument avoir commis des infractions, qui n'ont même pas de peine dans notre législation et notre arsenal juridique congolais. C'est ce qui est beaucoup trop regrettable, mais nous estimons que cette situation va très bientôt changer et que le gouvernement, parce qu'ils ont la responsabilité de veiller à l'égalité des citoyens, de veiller au respect des droits fondamentaux des citoyens, ils viendront à reconnaître que Samy Jamal n'a pas sa place en prison, mais en dehors de la prison. C'est vrai que c'est une question que je ne devais pas normalement vous poser, vous n'êtes pas juge, mais comment vous comprenez le fait que Samy Jamal, qui est co-accusé de Vital Kamerhe, il écope de 6 ans de prison en appel et Vital Kamerhe de 15 ans? Moi, je ne sais pas la motivation du juge. Je ne sais vraiment pas quelles ont été les raisons. Mais j'estime que Samy Jamal, étant commerçant, logiquement, il ne devrait même pas être condamné, même pas d'un seul jour. Et les condamnations des acteurs politiques, très souvent, elles sont négociées, en dehors même des débats, en dehors des juridictions. Nous connaissons dans ce pays, pas seulement dans ce pays, même ailleurs, des acteurs politiques qui ont convenu de rester pour une certaine période en prison. Je crois que vous avez suivi le président du CENSA, Olinga Koy, répondant aux questions de votre confrère Christian, ça peut nous dire qu'à un certain moment, pour un acteur politique, l'endroit le mieux indiqué, c'est la prison, ou ça peut être la prison. Alors, qui sait si le président Vital Kamerhe n'a pas convenu avec le président de la République d'être momentanément en prison pour des raisons que nous ignorons. Ça peut être le cas. Les libérations et les condamnations en politique, ce sont des denrées périssables.
Il suffit qu'aujourd'hui qu'on décide de sa libération, vous verrez des mécanismes être mis en place et il sera en dehors de la prison. Moi, je pense que si la cible était M. Vital Kamerhe, ils ont des raisons politiques pour lesquelles ils peuvent bien le faire. Mais Samy Jamal n'étant pas un acteur politique, sa condamnation ou son incarcération jusqu'à ce jour devait être un poids sur la conscience de tout citoyen congolais. Alors, Maître Odia, quelles leçons vous tirez de ce procès 100 jours? La leçon que je vous pose cette question-là, non pas en tant qu'avocate, oui, mais comme femme engagée dans la politique, leader d'opinion. Ok, moi j'ai tiré la leçon que les juges n'ont pas encore bien maîtrisé leurs responsabilités dans un État qui se dit de droit tel que le nôtre. Quand vous êtes juge et que vous êtes appelé à juger des dossiers qu'on peut qualifier de politique, et pour moi politique là n'a pas un sens péjoratif. Pour moi, lorsqu'on parle d'un dossier politique, c'est un dossier qui a des conséquences sur la vie de la nation. Et le procès 100 jours est un de ceux-là. Les fonds qui ont été prétendument détournés, ce sont les fonds du contribuable congolais. Donc, le détournement n'est pas sans incident sur la vie de la nation. Et dans ce genre de procès, les juges devraient toujours s'interroger sur quelle décision prendre qui soit profitable à la nation. Et maintenant, on vous dit que Samy Jamal doit être incarcéré, les travaux et les sommes d'argent qui n'ont pas été utilisées, parce que cet élément peut-être n'est pas à la portée de plusieurs Congolais. Les fonds qui ont été remis à Samy Jamal, certains ont été disposés à l'achat et au transport des maisons préfabriquées. Il y avait encore des sommes d'argent détenues dans la banque, logées dans la banque pour les finitions. Parce qu'une fois que les maisons arrivent, il fallait s'occuper de l'installation électrique, de la plomberie, de tout ceci. Mais les juges décident que ces sommes d'argent soient confisquées, que les travaux s'arrêtent, que Samy Jamal soit en prison. Entre-temps, les bénéficiaires ou les destinataires des maisons à construire, donc les militaires et les policiers congolais, ne bénéficient pas des maisons qui leur étaient destinées. Est-ce que la République gagne dans ces genres de jugements? Je pense non. Et c'est ainsi que je dis, la leçon que j'ai tirée, c'est que les juges sont tout simplement passés à côté de l'objectif qui était essentiellement de répondre à un besoin de la société. Alors, depuis le procès 100 jours, d'autres procès sont suivis, plusieurs dossiers judiciaires ouverts contre certains dignitaires. Alors, quelle lecture vous faites de tous ces feuilletons judiciaires au pays? Ma lecture, c'est avec beaucoup de déception que je me rends compte que les dirigeants n'ont pas vraiment compris l'essence, l'actuel régime. Sans être contre eux, nous sommes en train de faire de la lecture en tant que citoyens de ce pays. La constitution de la République n'est pas convenablement assimilée par les actuels dirigeants. Est-ce que c'est parce qu'ils n'en ont pas été les rédacteurs ou les concepteurs? Ça, je ne sais pas. Parce que telle qu'elle est là, et à chaque jour qui passe, elle est violentée, mais vraiment dans tous les sens. On vous dira qu'il y a séparation de pouvoir. On vous dira qu'il y a l'indépendance des magistrats, l'indépendance du juge. Mais on oublie, ça c'est la Constitution qui le dit, mais on oublie que la loi portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, précisément à l'article 70, institue le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice sur les parquets. On a vécu le scénario de l'arrestation d'un ministre de la Justice par le parquet. Comment on peut expliquer, madame, que c'est lui qui a le pouvoir d'injonction
sur le magistrat soit arrêté par le même magistrat et que l'on vous dise que le pouvoir exécutif n'a eu rien à faire dans cela. Cela ne s'explique pas. Mais si tel est le cas, ça veut dire que le pouvoir ne comprend pas l'essence de certaines dispositions et de la Constitution et des lois du pays. La conséquence, c'est que la justice n'est pas indépendante. Non, c'est pas ce que je dis. D'ailleurs, elle est excessivement indépendante au point que ça devient nocif pour la société. De par notre Constitution, c'est le chef de l'État qui a la responsabilité de veiller au bon fonctionnement des institutions, y compris le pouvoir judiciaire. Mais vous avez à plusieurs occasions appris, entendu de la bouche des collaborateurs du président de la République que le chef de l'État n'a rien à dire, n'a rien à faire dans le secteur de la justice au nom du principe de l'indépendance de la justice. Ça, ce n'est pas comprendre, c'est que c'est le sens de l'indépendance de la justice qui n'est pas à confondre, qui ne porte pas atteinte au pouvoir d'injonction du président de la République et du ministre de la Justice sur le pouvoir judiciaire. Moi, je pense que c'est vraiment un excès de l'indépendance. Pourquoi il est nocif? Parce que les magistrats eux-mêmes, ils se reprochent beaucoup de choses. Lorsque vous dites à un magistrat que la corruption gangrène le pouvoir judiciaire, ils vous diront c'est parce qu'ils ne sont pas convenablement payés, ce qui est aussi défendable quelque part. Ils vous diront c'est parce que les conditions de vie et de travail ne sont pas garanties pour le magistrat. Mais est-ce que vous pensez qu'avant de convoquer des assises, avant de convoquer les états généraux du pouvoir judiciaire, on doit laisser à ces gens-là une indépendance? Non, mais facilement, ce sera la corruption qui sera institutionnalisée. Même le président de la République l'a décrié. Et, en bref, je dis que c'est nocif pour la nation. Vous rejoignez là le point de vue de Mme Mabunda qui parlait de la République des juges. Bon, la République des juges, moi je ne sais pas trop les contenus qu'elle a donnés à cela. Les juges, d'après ce que veut la Constitution, devraient être indépendants. Et la République des juges, en soi, elle n'est pas une mauvaise République. Mais une République qui n'est pas la bonne, c'est plutôt la République des magistrats du parquet. Et le magistrat du parquet, lorsque la loi qui dit qu'il peut avoir des injonctions du ministre de la Justice, et celui-là vous dit que non, au nom de l'indépendance du pouvoir judiciaire, je ne reçois pas d'injonction, j'ai fait ce qui me passe par la tête, et même le président de la République et ses collaborateurs qui vous diront que non, au nom de l'indépendance, je n'ai rien à dire aux magistrats, ça veut dire que le peuple ne saura même pas à quel sens se vouer. J'ai été personnellement au 37e anniversaire de l'UDPS, je pense que c'était juste quelques mois après son accession à la magistrature suprême, où le président de ce parti-là, l'honorable Jean-Marc Aboun, disait qu'en cas d'injustice, l'UDPS fera chaque jour des marches contre les magistrats qui vont continuer à mal juger les dossiers des citoyens congolais. Mais combien de marches on a connues dans ce pays fait par l'UDPS après son accession au pouvoir pour décrier l'injustice au sein des juridictions, au sein des parquets dans notre pays? Ça n'existe pas. Ça n'a pas encore existé. Peut-être demain, mais jusqu'au moment où je vous parle, le peuple congolais n'a senti aucun effort fourni par le parti présidentiel pour que le peuple congolais jouisse de la bonne administration de la justice. C'est même pour cette raison que le CEDUC est né, que le CEDUC fait son travail, de sorte que dans les jours à venir, que la bonne justice soit administrée dans notre pays. Maître Olia, on est pratiquement à la fin de cette émission. Une dernière question. On est à 20 mois de la tenue des élections. Comment vous entrevoyez ces élections? Est-ce que l'actuel président a toutes les chances d'être réélu? Bon, les chances, c'est pas moi qui les compte. Votre qualité d'analyste politique. Mais le chef de l'État l'a dit lui-même qu'il a besoin d'un autre mandat
pour implémenter sa vision. Cela veut dire qu'il est lui-même conscient que ce mandat, il est gâché, il n'a pas apporté la solution aux problèmes des Congolais. Mais non, il va revenir à ce peuple-là de décider si oui ou non il doit reconduire sa confiance en un régime qui a reconnu haut et fort n'avoir rien fait pour lui. Je suis en train de douter en tant que citoyen congolais. Mais en politique, les miracles, ils sont toujours possibles. Aujourd'hui, l'UDPS avait tant décrié la gestion de 18 ans de Kabila, voire même de 21 ans des Kabila et 32 ans de Mobutu. Mais aujourd'hui, ça ne fait l'ombre d'aucun doute que le régime Kabila a mieux apporté des choses à la République que le régime de Tshisekedi. Certainement, vous allez me poser lesquels. Mais quand Kabila est arrivé au pouvoir, je le dis, je parle de Kabila non pas comme président du PPRD, non pas comme autorité morale du FCC, mais comme l'un des chefs de l'État de ce pays. Et j'estime qu'en tant que républicain, tout citoyen congolais a le devoir de défendre tous les présidents de la République, que l'on soit de sa tendance ou non. Parce qu'on dira qu'ils ont bénéficié de la richesse du pays, mais quelque part, ils ont aussi donné de leur vie pour ce même pays-là. Kabila est arrivé au pouvoir. Il a trouvé un État inexistant. Il a amené le pays, d'abord, la classe politique au dialogue. Il a amené cette classe politique-là au référendum. À l'issue de ces référendums, nous avons la Constitution, l'une des meilleures qui compte l'Afrique. Il a organisé l'État. Au regard de la grandeur, de la dimension de la République démocratique du Congo, il avait estimé en son temps que 9 provinces ne permettraient pas à ce pays de se développer. Les 11 provinces, nous sommes allés à 26. Aujourd'hui, vous voyez ce qui était considéré autrefois comme des provincettes, mais devenir réellement des provinces avec des institutions viables, avec des infrastructures également viables. L'UDPS a hérité d'un État qui existe. Mais malheureusement, tout ce qu'on reproche les plus au président Kabila, c'est le social du Congolais. Il a aussi répondu dans son dernier discours en tant que chef de l'État pour dire de ce côté, c'était ses collaborateurs. Mais sans dire que c'est de la faute de collaborateurs. Il reconnaît que c'est sa faute, mais pour n'avoir pas choisi de bons collaborateurs. Lui devait s'occuper de la politique de la nation. Avec différents partis politiques qui a travaillé avec lui, qui l'ont accompagné, il fallait aussi s'occuper du social. Mais à chaque fois qu'il y avait des projets d'infrastructure, on se souvient encore des 5 chantiers de la République, mais il y a eu tellement de détournements dans le projet des 5 chantiers de la République. Qu'est-ce que le chef de l'État, Joseph Kabila, à l'époque, aurait dû faire? Sanctionner ces collaborateurs-là qui s'étaient illustrés dans les détournements. Mais il ne l'a pas fait. La sanction a été nette. Le peuple a dit non, en dépit de l'organisation de l'État, en dépit de la constitution que tu nous as donnée et du reste. Mais vu que tu n'as pas suffisamment sanctionné tes collaborateurs qui ont détourné le fonds de l'État, qui aujourd'hui ont fait que la misère du peuple congolais s'est accentuée, alors nous ne voulons pas de toi pour les élections de 2018, nous ne voulons pas de ton candidat, de ton dauphin, alors nous voulons les changements. Mais quand les changements arrivent, la spécialité du régime, de l'actuel régime, devrait être les sociales et la sécurité à l'est du pays. Non seulement que le social et la sécurité continuent à poser problème, mais même l'État que le régime a trouvé est en train d'être détruit. Il y a la Constitution qui n'est plus respectée. Il y a les règlements intérieurs au sein de l'Assemblée nationale qui n'est pas respecté. Il y a le code pénal qui n'organise plus la peine de travaux forcés pour faire des détournements. Aujourd'hui, la peine de travaux forcés, elle est appliquée. Donc, dans tous les sens, il n'y a pas d'évolution de la République. C'est ainsi que je dis, ça ne suffit pas.
pour dire que le régime ne sera pas reconduit en 2023, mais le citoyen congolais, il observe et il va se décider aux élections. Merci, Maître Arlette Odia, d'avoir répondu à nos questions. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Le plateau d'entretien reste ouvert. Merci également à vous qui nous avez suivis. Je vous rappelle que vous recevez Maître Arlette Odia, qui est présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo au CEDUC. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Digital Congo Télévision et FM.